Matryoshka. Ce geste, quel courage, Raphaël Enthoven sait largement en faire preuve. Et pour cela, la philosophie et les lectures l'ont beaucoup aidé. Et cela depuis son plus jeune âge, comme il le décrit dans son dernier livre, Enfant de parents séparés. Il a souffert d'humiliation, d'abandon, de solitude, mais aussi de violences répétées. Alors, au-delà de son histoire personnelle, qu'est-ce que l'enfant Raphaël et qu'est-ce que l'adulte Enthoven ont aujourd'hui à partager? On a tous été enfants. On s'est tous endormis dans le noir, dans une chambre noire, avec des soucis infinis, et des gens qui n'avaient pas le temps de s'en soucier eux-mêmes, ou de prendre en charge nos propres soucis, ou qui ne pouvaient pas le faire, tout simplement. Et des questions vertigineuses, mes parents sont-ils vraiment mes parents? Est-ce que j'existe vraiment? Où suis-je? Etc. Dans quelle étagère? Enfin bref. On a tous connu ça, on a tous vécu ça. Ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait moins, c'est que la philosophie ou la littérature, depuis des millénaires en fait, plus la philo depuis des millénaires, la littérature depuis des siècles, prend en charge la totalité des questions qu'on croit vraiment être seul à se poser. Il n'est pas de questions qu'on ne puisse se poser. Et ça, on s'en aperçoit quand on retrouve des questions dans des livres qui ont parfois 2000 ans. Raphaël, quel auteur libère? Les auteurs qui libèrent sont les auteurs qui mettent des mots sur des choses qu'on croit être seul à penser. J'étais petit, je lisais La Comtesse de Ségur, et je découvrais dans La Comtesse de Ségur des adultes pervers avec des enfants. Quand Madame Fichini fouette Sophie avec des fagots pour le seul plaisir de lui rougir les fesses, on en vient à penser qu'au fond, la dernière baigne qu'on a reçue, c'était peut-être pas juste, quoi. Et cette prise de conscience-là est une chose absolument salutaire dans l'existence, parce qu'elle donne envie de s'emparer de son destin au lieu de subir. Quand est-ce que vous avez découvert la philosophie? Je sais pas, à la naissance peut-être, j'en sais rien. Est-ce qu'elle vous a sauvé beaucoup? Alors, je ne sais pas si on peut parler de philosophie, mais j'ai eu une enfance pétrie pour partie de ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires, que j'ai longtemps, qui m'était présenté par celui qui exerçait cette violence comme l'expression de la loi. Un jour, je prenais des gifles et je répondais aux gifles par des cris. Et soudain, le gifleur me dit « chaque fois que tu cries, t'en prendras une ». Et dans mon esprit, les choses s'inversent. Je comprends que chaque fois que je crie, j'en obtiens une. Et donc je me mets à jouer avec le bourreau en criant pour obtenir la gifle. Et de sorte que celui qui se prend pour le punisseur est en réalité mon pantin. Cette résurrection du regard, ou cette façon de regarder différemment les choses, les rend immédiatement indolores. La philosophie a cette vertu. Ce que vous pouvez comprendre, vous le subissez moins. Quel genre de père ça a fait de vous? Un beau-père qui vous écrase et un père qui oublie de vous protéger. Quel repère? Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais parents. La plus grande chance de Sartre, c'est de n'avoir pas eu de père. Il n'aurait pas eu d'œuvre s'il avait eu un père. Enfin bref, il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a que des leçons à tirer. Or, moi, la leçon que je tirais de cette enfance, c'est-à-dire du vaste malentendu qui faisait que je revendiquais un droit à l'existence auprès de gens qui avaient le sentiment que j'étais déjà le centre de tout. Et ce grand malentendu, on m'avait installé au centre, et en réalité je n'habitais nulle part, et la revendication ordinaire du droit à exister était dissoute dans la phrase « mais enfin, t'as vu ce qu'on fait pour toi ?» C'est-à-dire, tu es déjà au centre de nos préoccupations, comment peux-tu en demander plus? J'en demandais pas plus, je demandais juste quelque chose. Cette familiarité, en fait, par la mémoire, avec cette époque-là, rend, je dois dire, enfin, je souffre presque d'hyperacousie avec mes enfants, c'est-à-dire rend hyper attentif à ce que les enfants peuvent dire, et notamment à ce qu'ils ne disent pas ou à leur embarras. J'aime bien cette phrase, ou cette idée plutôt, parce que je la résume en une phrase, Daniel Maximin, vous voyez, cet auteur de la créolitude, qui parle de l'identité, et c'est juste pour repositionner entre le père et le fils. Il dit, l'identité, c'est pas les racines, c'est le fruit. La seule racine est dans l'avenir. Ce sont les racines du ciel, comme dirait l'autre. La seule racine est dans l'avenir. Delphine Orvillard a cette belle définition du judaïsme. Quand on lui demande quels sont les critères du judaïsme, elle dit, bon, écoutez, il y a 8246 hypothèses en présence et on travaille encore pour savoir quels sont les critères du judaïsme, ce qui fait un bon juif, d'un mauvais juif, etc. Et elle dit, mais moi, de ces 8246 définitions, j'en retiens une supplémentaire qui est « et juif
celle ou celui dont les petits-enfants seront juifs. Et c'est toute la merveille de la transmission. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une augmentation par la transmission. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre à nos enfants, aux générations qui viennent, face aux défis qui se posent? Qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a deux choses là. Il y a mes enfants et il y a les enfants. Mes propres enfants, je voudrais qu'ils connaissent toutes mes faiblesses, qu'ils n'en ignorent aucune, et qu'après avoir pris la mesure de toutes mes faiblesses, ils se disent « Tiens, papa avait du courage ». Je voudrais leur transmettre un geste, et j'ai du mal à désigner ce geste. Je crois que ce geste ressemble d'assez près au refus de subir. Mais je voudrais qu'en somme, le souvenir de leur père leur apparaisse en cas de danger comme une des références qu'on peut avoir face à une situation. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et donc cette idée de ne pas subir, ce que vous disiez par rapport à vos enfants, c'est quoi? C'est la liberté d'être un homme libre? C'est plus que la liberté, c'est la libération. Parce que la liberté, c'est facile en fait. C'est ce qu'on veut, la liberté elle est garantie par la loi, je peux pas vous marcher sur les pieds, vous pouvez pas marcher sur les miens, la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, etc., etc. Il y a cette liberté sans laquelle on peut pas fonctionner. Et puis il y a la liberté intransitive, la liberté intime, la liberté... Vous savez, l'intuition de Spinoza, c'est qu'on est beaucoup plus libre quand on sait qu'on n'est pas libre que quand on croit qu'on l'est. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que je parlerai de libération plus que de liberté. C'est-à-dire, je vois plus de liberté et de libération dans la connaissance des mécanismes sociologiques, mentaux, inconscients, psychologiques, peu importe l'angle de vue, qui me font penser comme je pense, que dans la négation de ces mécanismes au profit d'une volonté ivre d'elle-même qui se prendrait pour l'origine de ses pensées comme de ses actes. Il n'y a rien de libre là-dedans. Celui qui fonctionne comme ça est immédiatement le pantin de ses passions. Merci. Merci. Alors juste pour récapituler, j'espère que vous l'aurez tous bien compris, tout comme moi, que 1. L'homme libre est celui qui comprend ses limites, que 2. L'homme de paix est celui qui sait se battre, que 3. L'homme révolté est celui qui connaît sa mesure, que 4. Que la mesure justement nous aide à ne rien lâcher. Bref, de paradoxe en paradoxe, d'idée complexe en idée complexe, Raphaël Enthoven nous incite à trouver la nuance pour mieux saisir le sens. Il nous aide à penser contre nous-mêmes. Et c'est bien ça, la base même de la philosophie, la base même de la pensée. Alors vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à simplement pousser le caillou? De quel côté penchez-vous? Plutôt débattre ou combattre? N'hésitez pas à faire vos retours, à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker, à en regarder d'autres. Et puis, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle Matrioshka. Salut! Matrioshka.